Ah, Nestor, le futur. Tu te rends compte, grâce aux merveilles de la science, on en est arrivé à découvrir tout un nouvel univers de progrès, de découvertes. T'en penses quoi? Je pense que j'ai soif. Ça fatigue les voyages dans le temps. T'as pas envie de te taper un petit godet? Si ça se trouve, la bière à l'hélium existe vraiment dans le futur. T'es con, viens, on va tester ce bar-là. Messieurs, bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Oh ben, un soda bien frais pour moi, merci. Et toi, tu prends quoi, Nestor? Un bon chocolat chaud pour moi. Fait un froid de squelette dehors. Je suis désolée, messieurs, mais je n'ai pas compris votre demande. Ben, un soda et un chocolat? Je vous redis que je ne comprends pas. On est tombé où, là? Attends, laisse-moi faire. Qu'avez-vous de sucré avec des bulles, charmante damoiselle du futur? Ah, vous voulez dire des nectars gazéifiés concentrés en produits fruités? Eh bien, on a ça, oui. On a le shake pump, le gazi fruity ou encore un Pepsolite ambré. Un check pump pour moi, merci. Et toi, Nestor, tu vas lui faire comprendre comment pour le chocolat? Ah, laisse-moi faire. Et pour moi, ce sera un nectar de noix cacaotées déshydraté avec du lactosium 2500. Ok, ça marche. Je vous sers ça tout de suite, messieurs. Bon ben, finalement, je me demande si on n'était pas mieux dans le passé, nous. Salut tout le monde, c'est Durflo dans le podcast. Dites-moi, j'ai un petit sujet philosophique à vous proposer. Est-il légitime de parler du passé quand on est dans le futur? Vous avez 4 heures. Putain, mais attends, mais c'est vachement dur comme sujet. Eh bien, dans le cas de notre émission, nous allons répondre par l'affirmative. Si vous vous rappelez notre premier épisode, nous avons évoqué les régicides. Si ça vous intéresse d'ailleurs, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche en haut de votre écran. Pour illustrer notre propos, nous avons évoqué deux des cas les plus illustres, Henri III et Henri IV, mais bien évidemment, vu qu'on est des gens sérieux... Ça va, Nestor? Non, rien de bien méchant, t'inquiète. J'étais abasourdi par autant d'honnêteté intellectuelle de ta part. Je disais donc, pour assouvir notre curiosité, nous avons également étudié d'autres régicides qu'on n'a pas forcément évoqués car trop méconnus, et pour faire passer le concept, il fallait, il me semble, parler des cas les plus représentatifs. Mais pour aller plus au fond des choses, on va parler des régicides quelque peu oubliés, via l'étude de 3 cas bien précis. Alors bien évidemment, si vous attendez à un top tel qu'on le trouve dans ce genre... Speed, la chaîne qui fait des tops sur les régicides dans l'histoire. Tu veux connaître le roi qui est mort de la plus grande souffrance, celui qui a versé le plus de sang ou qui a le plus hurlé pendant sa lente et douloureuse agonie? T'as fait le bon choix. Speed, de l'histoire du sang et des boobs. Clique, c'est un vrai. Bon, évidemment, c'est pas ce genre-là qu'on va vous proposer, mais afin de pouvoir brosser une image globale de ces régicides, on va pas trop rentrer dans les détails non plus pour pas que ça dure 3 plombes. Mais pour les petits curieux, vous trouverez quelques liens dans la description pour approfondir vos recherches. Donc là, t'es en train de nous dire que tu vas nous tenir en haleine avec une étude légère de 3 régicides dont tout le monde se branle. Et tu comptes intéresser qui avec ça? Ah, moi, si tu veux, j'ai bien des idées pour fidéliser le public. Et c'est parti, on commence par une histoire assez incroyable, celle du sultan Osman II. Ce dernier arrive à la tête du puissant empire ottoman en 1618, à un âge où tout homme est assez mûr pour gouverner, c'est-à-dire à 13 ans. Si tu ne rigoles pas au black pédophile, c'est du sarcasme, man, c'est du sarcasme. Si t'as pas compris qu'on était des mecs débiles, c'est du sarcasme, man, c'est du sarcasme. Oui, ton humour est mort. Oui, t'es chiant comme la mort. Oui, ne cherche pas ta tort. C'est du sarcasme, man, c'est du sarcasme. Bon, il avait tout de même un précepteur qui s'appelait Omar Effendi. Il va d'ailleurs succéder à son oncle, Mustapha Ier, qu'on disait trop mentalement attardé pour diriger un empire, et il ne resta que quelques mois au pouvoir. Et évidemment, qu'arrive-t-il quand on met un gosse de 13 ans au pouvoir? Et oui, si petit, mais avec déjà une grosse paire de balls en adamantium, le sultan décida de se venger de l'incursion en terre ottomane des Cosaques, qui étaient alors ralliés à la couronne de Pologne, et lança une campagne militaire. Et bien lui en a pris, car il finit par se prendre une petite fessée cul nue à Khotine en 1621, et ce malgré une belle victoire remportée quelque temps auparavant à Tsutsora, située actuellement en Roumanie. Et vu que j'ai un quota de black beauf à respecter, je vais m'en acquitter de ce pas, Tsutsora est une charmante ville se situant tout près d'une rivière répondant au doux nom fleuri de Prout. Si vous avez envie de briller en société et de placer une petite devinette style grosse tête, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors j'ai une question de Madame Lumière de mon cul. Les pertes sont estimées à environ 80 000 soldats, et aussi rageux qu'un enfant de 5 ans que l'on vient de priver de goûter, Osman II est contraint de signer le traité de paix avec les Polonais.
Encore tout honteux, il accusa les janissaires, troupes d'élite de l'armée ottomane, d'être des dégénérés et responsables de la récente défaite, ce qui est, vous en conviendrez, aussi prudent que de crier « grosse tapette » lors d'un défilé de la Légion étrangère. Le jeune sultan va évidemment se mettre ce corps d'élite à dos. Et vu que les ennuis appellent les ennuis, Osman décida de fermer les cafés où les soldats pouvaient se réunir afin de manigancer quelques vils complots, et des bruits circulent autour d'une dissolution du corps des janissaires, et il n'en faut pas plus pour que ces derniers se révoltent et décident d'envahir le palais. Le jeune sultan fut emmené de force dans le château des 7 tours, et après s'être vaillamment défendu tel un Rocky contre Apollocride, il finit par se prendre une flèche dans le dos et mourut étranglé. Et avec une certaine ironie du sort, c'est son oncle débile qui fut remis sur le trône, ou quand la vie a décidé de se foutre de ta gueule jusqu'au bout. Pour le deuxième exemple, on part en Suède, le pays des bombes atomiques et des petits pains grillés, pour vous parler de l'assassinat de ce bon roi Gustave III. Tout d'abord, il faut savoir que le contexte du règne de ce bon vieux Gustave, qui a un nom me faisant penser étrangement à un personnage de dessin animé, est loin d'être celui de l'île aux enfants. Ce dernier arrive au pouvoir en 1771 dans un pays où les pouvoirs sont entre les mains du Parlement, ou autrement dit le Riksdag, représenté par la noblesse. Ces derniers entendent bien ne pas céder face à ce nouveau roi frais et bien formé, mais ils vont l'avoir directement dans l'os. Excuse-moi Nestor. Mais je t'en prie. C'est avec le soutien de la France, allié financier et idéologique de la Suède, que le roi effectue son coup d'état en 1772 et permet à la royauté de reprendre ses droits et par là même d'affaiblir la noblesse. Le roi, très favorable aux idées des Lumières, va désormais pouvoir régner en despote éclairé. En même temps, j'ai envie de dire qu'un despote éclairé ne peut être que partisan des idées des Lumières. Si, c'est drôle. Excellent. Eh bien dis donc Nestor, en voilà une blague lumineuse. Je disais donc, ce dernier est partisan des idées des Lumières et va avoir une politique qui va aller dans ce sens. Tolérance religieuse, liberté de la presse, abolition de la torture sont autant de lois qui vont le rendre très populaire, sauf évidemment auprès du Parlement, toujours aussi réticent à sa personne, mais comme Gustave est un vrai bisounours, il espère toujours pouvoir rallier le Parlement noble à sa cause. C'est principalement pour cela qu'il lance en 1788 une guerre qui va durer 2 ans contre la Russie. Là du coup je vois pas le rapport. Mais je vais te le dire mon lapin, c'est assez simple. Devant faire face à une forte opposition du Riksdag, le roi espère qu'en faisant rentrer son pays en guerre, même ses opposants devront le soutenir, ce qu'on peut appeler un epic fail. Car pour en remettre une couche, le roi va instaurer en 1789 l'acte d'union et de sécurité permettant, notamment à tous les Suédois, l'accès aux fonctions publiques, et ça va pas forcément être une très bonne idée. Le Parlement, assez agacé de se faire enfumer comme un barbecue au mois d'août, va décider de fomenter un attentat contre Gustave. Et ces petits pourceaux vont réussir leur coup en réalisant ce qui peut être comparé à un véritable assassinat classieux et digne d'un excellent jeu d'infiltration. Mais pour vous raconter l'acte en tant que tel, je vais laisser la parole à mon petit Nestor. C'est à toi. Merci à toi mon petit chou à la crème. Il faut tout d'abord savoir que le roi était d'un caractère assez festif et adorait les bals costumés. Il décida d'en organiser un le 16 mars 1772 au sein du Grand Opéra National de Stockholm. D'un naturel assez fier et aventurier, le roi ne tint pas compte d'une missive reçue dans l'après-midi, l'informant de ne pas aller à cette soirée. Que diable! À minuit, le roi s'introduit dans la salle de bal en ayant une phrase malheureusement prémonitoire. « Allons voir maintenant s'ils oseront m'assassiner !» Les meurtriers présents dans la foule reconnaissent facilement le souverain à sa démarche et à ses décorations. Désormais piégé, le roi est bousculé par un soudain mouvement de foule et reçoit un coup de pistolet provoquant une émeute générale dans l'assistance. Blessé sur son côté, le roi succomba à ses blessures quelques jours plus tard, et c'est son fils, Gustave IV Adolphe, qui lui succéda. Anecdote amusante, c'est l'un des musiciens officiant dans l'orchestre de la soirée qui reconnut l'assassin, qui après une longue nuit d'interrogatoire fut arrêté le lendemain matin. Et là, j'ai tellement envie de t'entendre dire son nom. Allez, on n'est pas obligé, tu sais, au nom de notre amitié. Son nom. Jacob Johann Christrum. Ça te va, sadique? Oui, je te remercie. Ce dernier était un partisan de la noblesse mécontente et fut exécuté un mois après, dans la joie et la bonne humeur. L'histoire raconte qu'en lui assénant le coup fatal, l'assassin aurait murmuré d'une voix suave et sensuelle « Bonsoir, beau masque ». Bref, on lui coupe à la tête après lui avoir sectionné le poing. Pour les amateurs de classiques, il faut également savoir que cette histoire inspira le célèbre opéra à un bal français et un des plus célèbres compositeurs italiens, Giuseppe Verdi. Bra bra, ma ragazza, bra.
Et je profite de ce bel accent raciste pour lancer une transition qui coule de source sur le troisième et dernier régicide que l'on va évoquer ici, celui du roi Humbert Ier d'Italie. Il faut dire qu'il y a des personnes sur lesquelles la vie s'acharne pour de bon. Le jeune homme, doté d'une moustache à faire pâlir Tom Selleck, devient roi d'Italie en 1878. Il va devenir un monarque constitutionnel dans un pays où le Parlement appartient à la gauche. Et il a également le bonheur de devenir roi dans un pays où l'anarchisme est l'un des plus présents en Europe. Et pour faire une petite dérive sur ce sujet, je laisse la parole à mon vil gourgandin. Nestor, je t'en prie. Durant la deuxième moitié du XIXe siècle, les idées anarchistes du russe Michel Bakounine touchent toute l'Europe. Très inspiré par les idées du russe, Enrico Malatesta va être un des principaux représentants de ce mouvement en Italie et va en permettre sa diffusion via de nombreux journaux insurrectionnels et étant à l'origine de tentatives de révolution, notamment dans la province du Bénévent. Des mouvements violents à vous enfiler le mal de tête. Non, mais je sais pas si vous avez bien compris. Malatesta, mal de tête. Peu importe. Il faut cependant faire attention, car s'il est l'un des principaux représentants du mouvement anarchiste, il n'est pas non plus le direct responsable de ce qui va arriver à notre beau roi Humbert, qui sera victime d'un anarchiste individualiste plus violent. Je te remercie. C'est en effet ce genre d'individu, Giovanni Passanante, qui décide de partager son amour de l'anarchie avec le roi, qu'il poignarde dans sa calèche à Naples l'année de son intronisation. Le roi va encore être une fois la victime d'une agression, 10 ans plus tard, dont il va encore réchapper. Pour les évoquer, le roi va d'ailleurs déclarer « Les agressions, ce sont les risques du métier ». Mais avoir le cul bordé de nouilles, ça ne suffit pas toujours, et 10 ans plus tard, la chance décide de le lâcher, car en mai 1898, l'Italie est sous le choc du massacre de Milan, événement pendant lequel plusieurs centaines de manifestants protestant contre la hausse des produits alimentaires vont être victimes d'une violente répression menée par le président du Conseil italien, Antonio Di Rudini. Et afin de venger ses camarades tombés sous le feu des canons, l'anarchiste Gaetano Bresci décide d'assassiner le roi. En 1890, le roi meurt tué par balle dans la ville de Monza. C'est son fils Victor Emmanuel III qui lui succédera. Le roi va malheureusement s'inscrire dans une époque marquée par de nombreux assassinats anarchistes, dont l'impératrice d'Autriche Sissi et le président américain William McKinley vont être entre autres les victimes. Ah là là Nestor, j'adore évoquer tous ces événements joyeux avec toi. Je crois que tu es bien le seul, je te rassure. Alors, beaucoup de personnes pourront ici me demander pourquoi avoir choisi ces 3 personnages pour parler plus en avant des régicides. Tout simplement car ils semblaient représentatifs de ce qui représente, pour moi, 3 des principales causes des régicides. La révolte militaire avec Osman II, le complot politique avec Gustave III et enfin l'assassinat anarchiste avec Humbert Ier. On a désormais enfin fait le tour de la question, merci beaucoup à vous d'avoir regardé notre émission et d'être un poil plus nombreux à nous regarder fréquemment, ça nous fait chaud au cœur évidemment et cela nous pousse à nous améliorer. J'espère également que ce premier podcast fait avec un micro plus pro aura été plus agréable à l'écoute. N'hésitez pas à partager, c'est ça qui nous fait vivre, à mettre un pouce vert, un pouce rouge et à laisser votre avis en commentaire. C'est toujours important également de garder ce contact privilégié que l'on a avec vous. Et évidemment, les pages Facebook et Twitter, follow the flow pour nous rejoindre. Et ben Nestor, tu dis pas au revoir? Non, pas trop envie. Que se passe-t-il? J'ai le cafard, le blues. Le blues? Ouais, c'est ça, à force de parler de régicide, tout ça. Tu veux dire que tu as le blues du régicide? Oh yeah.